Bonjour à tous. Merci à l'Ordre national des masseurs kinés de m'inviter aujourd'hui dans ce beau lieu. Je vous avoue que moi qui ai des petits penchants de one-man show avec mes amis, ça me donne envie de faire plus des blagues que de vous parler de protection des données. On va éviter. Donc merci beaucoup. Et puis à Monsieur Goujon aussi pour l'organisation, pour ma venue aujourd'hui. Alors on va voir si ça fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez les... Ah bah très bien, comme ça on teste. Alors moi je suis ici à double titre. Premièrement avec LISA. Donc LISA c'est un think tank tout nouveau qui existe depuis décembre 2018, qu'on n'a même pas un an, qui regroupe plus de 120 personnes qui interviennent aujourd'hui dans tout le milieu de la santé, du médico-social et du social. Donc LISA c'est pour laboratoire d'idées, santé et autonomie, qu'on oublie souvent. Tout le secteur dépendance et l'autonomie. Donc nous, on a voulu remettre ça dans les débats. Donc c'est un think tank dont je suis membre fondateur et secrétaire général et qui aujourd'hui a des contributions. Donc je vous invite à aller regarder sur ce site internet. La dernière contribution, c'était lundi sur la tarification et la qualité et le juste soin. Donc on a un petit peu remué l'ANDAM, etc. Donc vous allez voir, c'est une très belle production de même plus de 10 pages qui a été faite et c'est rare d'avoir ce type de production-là. À ce titre-là, et puis une deuxième casquette, donc c'est Docteur Data, c'est ma société dans la protection des données. Donc on intervient sur la protection des données et la valorisation des données de santé. Donc on a choisi cette thématique-là. Alors Docteur Data d'un côté, LISA d'un autre, parce que LISA, il y a des labs. Il y a un lab e-santé que je pilote. Et les thématiques aujourd'hui qu'on traite, on a eu notre première réunion semaine dernière, c'est notamment le Health Data Hub, que vous entendez partout, l'intelligence artificielle, la valorisation des données par les professionnels de santé, puis-je vendre ma donnée personnelle, qui plus est ma donnée personnelle de santé, et bien sûr le RGPD, l'acronyme que vous entendez depuis un peu plus d'un an, la protection des données, etc. Donc voilà, on est sur ces sujets-là. Donc j'interviens donc à double titre. Alors je vous passe mon CV. Vous me retrouverez sur LinkedIn. Mais à la base, je suis docteur en droit de la santé. Donc j'ai écouté un petit peu ce qui s'est dit tout à l'heure. Et j'ai beaucoup été dans le milieu de la radiologie, donc les aides-kinés. J'ai vu l'évolution, même si bon, ça fait pas très longtemps que je suis dans la santé. De base, je ne suis pas très longtemps sur Terre. Mais c'est vrai que j'ai vu ça dans la radiologie avec les manipulateurs d'électroradiologie qui sont montés en compétences. Et quand on compare avec... en Angleterre, comment ça se passe. Effectivement, aujourd'hui, ils font aussi des actes de radiologue. Aujourd'hui, on voit l'IPA, l'infirmière, le médecin, et oui, peut-être demain, je ne sais pas. Donc c'est l'évolution du système de santé, donc c'était le petit aparté. Et à côté de ça, bon, j'ai fait des certifications et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est intelligence artificielle et notamment blockchain. D'où ma position de pilote du lab e-santé dans l'ISA. Et qui regroupe d'ailleurs des personnalités du milieu de la e-santé assez éminentes. Le RGPD, qui n'a pas entendu parler du RGPD? Je préfère la poser dans le sens inverse. C'est bon. Alors, le RGPD, je ne vais pas vous remettre une couche de réglementaire. On a 20 minutes ensemble de présentation, puis après on a 10 minutes d'échange, mais je veux surtout remettre les choses dans leur contexte. Parce que c'est vrai, c'est une réglementation européenne, on parle d'Europe aujourd'hui. Et pour le coup, en France, elle n'est pas si nouvelle que ça. Voilà, parce que nous, ça fait quand même plus de 40 ans. Plus de 40 ans qu'on a la loi informatique et liberté. Mais finalement, la déclaration des droits de l'homme, le code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée, c'est quand même beaucoup plus ancien que le RGPD du 25 mai 2018. Donc ça, c'est pour remettre dans le contexte, certes, une réglementation européenne qui vient uniformiser toutes les réglementations nationales, mais pas tant que ça, parce qu'il faut savoir que le RGPD, c'est un texte d'un député écolo qui faisait plus de 200 pages, c'est le rapport Albrecht, qui a passé 4 années à travailler, notamment en étant attaqué, entre guillemets, par Google, IBM, Facebook, etc., et qui ont mis tellement d'amendements qu'aujourd'hui, on a un texte qui uniformise pas beaucoup, et qui a créé des flous juridiques. Donc ça, c'est ma petite critique.
Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les acteurs, notamment moi, le secteur que j'occupe, donc la santé, sont perdus face à cette réglementation parce qu'ils ne savent plus quoi appliquer, si c'est le RGPD européen ou c'est la loi nationale. Donc il faut appliquer à la base le RGPD européen, puis la loi nationale pour le côté sectoriel. Parce que bien sûr, notre loi française est allée plus loin que la réglementation européenne. Alors, le secteur de la santé, c'est un secteur qui bouge, dans lequel on a beaucoup d'acteurs, on a des établissements de santé médico-sociaux et sociaux, on a des associations, on a des professionnels de santé qui aujourd'hui, par nécessité ou par évolution de la profession, coopèrent donc de plus en plus, donc échangent de plus en plus de données et partagent de plus en plus de données de santé de leurs patients, que ce soit dans le cadre de MSP, d'associations, de CPTS, demain, maintenant encore, ça commence. Vous êtes aujourd'hui, enfin, les masseurs kinés, vous faites partie des professions de santé qui sont sollicitées. Alors j'étais donc au congrès Rééduca la semaine dernière et puis Daniel Michon qui est intervenu en disant que c'était un métier de corps à corps. C'est vrai, mais qui est aussi numérique. Eh oui. Donc aujourd'hui, vous travaillez tous avec des plateformes de prise de rendez-vous, pour ne pas citer certains acteurs. Téléconsultation, je ne sais pas. Dans le métier de masseur kiné, pourquoi pas. Mais c'est sûr, vous échangez des données et vous traitez de données. Et je tiens à préciser, le RGPD, ce n'est pas uniquement des données informatiques, hein, c'est aussi du papier. On oublie souvent, parce qu'on pense RGPD, on se dit « Ah oui, c'est bon, j'ai un logiciel qui est hébergé, c'est-à-dire un hébergeur qui est sécurisé, c'est bon, je suis conforme. » C'est pas ça du tout. C'est un état d'esprit. Donc non seulement vous êtes donc dans un milieu qui est mouvant, qui bouge beaucoup, on vous met tous les 5 ans, même si on ne promet de pas le faire, une nouvelle loi santé, qui va changer encore des choses. On vous parle de Health Data Hub. Le Health Data Hub, c'est aussi vos données. Pas uniquement les données de l'hôpital, hein, parce qu'il faut réfléchir à moyen long terme. Et puis vous traitez donc des données sensibles, donc des données personnelles de santé. Il faut savoir que dans le RGPD, c'est la première fois que la donnée de santé a été définie. Donc, parmi les données sensibles, on va avoir les données qui vont révéler l'appartenance religieuse, syndicale, philosophique, politique, les données génétiques, les données biométriques, mais aussi les données qui concernent la santé. Et les données qui concernent la santé, c'est quoi? C'est toute donnée qui va me révéler une information sur l'état de santé physique ou mental d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins. Donc si j'ai un fichier Excel, écrit Nesrine, 1m60, 120 kg, bah voilà, par déduction, pas besoin d'avoir fait médecine, on sait qu'il y a un petit problème d'IMC. Donc là, c'est une donnée personnelle, pourtant j'ai rien mis en plus. De même, nous, on a pu assister, parce qu'on intervient auprès d'établissements et de professionnels, à des créations de fichiers partout pour faire des recherches. J'ai entendu le mot recherche tout à l'heure. Mais c'est fait n'importe comment. On me dit non, je n'ai pas de données personnelles de santé. D'ailleurs, ce n'est pas une donnée personnelle. Et quand je leur explique que oui, mais c'est de façon directe ou indirecte qu'on va viser la personne. Parfois, c'est indirect. Et quand je leur dis, je prends cet exemple, ça va, apparemment, je suis filmée, donc je ne sais pas où ça ira. Mais si je vous dis, je suis un ancien président français, je ne vous ai pas donné tant d'informations. Si je vous dis, je suis un ancien président français qui aime bien rouler en scooter, je n'ai pas donné son nom, j'ai donné une information et j'ai fait une corrélation. Et parce que c'est un personnage public et que c'est connu, je sais qui c'est. Bah, c'est ça une donnée personnelle. C'est-à-dire que je n'ai peut-être pas l'identification parfaite de la personne, mais je sais qu'avec cette information, plus cette information, je la retrouve. Et aujourd'hui, toutes les bases de données qui existent dans le secteur de la santé, vous partagez donc l'information, elle est chez le médecin traitant, elle est chez vous, puis elle est chez le radiologue, donc elle bouge. Donc moi, en tant que hacker aujourd'hui, sachant qu'en plus les systèmes d'information de santé sont les plus vétustes, donc les plus facilement attaquables, je retrouve, j'identifie tout de suite la personne. Voilà, après, il y a des probabilités, hein. Mais voilà, ça c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte bien sympa. Et puis, bon, forcément, il y a des sanctions. Et moi, j'aime bien mettre cet exemple-là parce que c'est le premier. C'est la première sanction RGPD qui a eu lieu dans toute l'Europe. Et c'était un hôpital portugais. Parce que jusqu'ici, ce que se disaient les hôpitaux en France, enfin, les autres, je ne les connais pas. Oh, mais nous, surtout les hôpitaux publics, on ne va pas se prendre des sanctions comme ça. Déjà qu'on est en frein budgétaire, on n'a plus de sous, l'État ne va pas nous prendre d'un côté pour le donner de l'autre. Bah si, ça arrive. Donc là, c'était au Portugal, c'était un hôpital qui a eu 400 000 € d'amende. On a eu le cas d'un professionnel de santé, c'était un pédiatre. C'était juste avant le RGPD, il a eu de la chance, ça aurait pu être pire.
qui avait sorti des données d'enfants, hein, donc de l'établissement où il travaillait, et qui a créé sa petite fiche sur un Google Drive, sur un site, et il y avait toutes les données identifiantes des enfants. Et c'est une maman qui cherchait son enfant sur Internet, donc je ne sais pas pourquoi elle a fait ça d'ailleurs, c'est un peu bizarre, mais elle cherchait son enfant sur Internet et puis elle tombe sur son dossier médical. Voilà, donc c'est allé au tribunal de Marseille, 7 500 € d'amende et je crois qu'il a eu quelques mois de prison avec sursis. Donc voilà, donc ça c'était avant le RGPD. Donc après le RGPD, c'est différent. Donc ça, c'est pour dire que la sanction peut arriver, mais avant tout, la CNIL n'est pas assez armée. Elle le dit elle-même, c'est pas un scoop, pour contrôler tous les cabinets de professionnels de santé un à un. C'est forcément parce qu'il y a eu des réclamations. Et les réclamations, c'est le patient. On est dans une société aujourd'hui, bon, on est de plus en plus dans le contentieux, dans le litige, la recherche de l'indemnisation, etc. Donc forcément, un patient un peu éveillé, qui voit des choses comme ça, qui n'est pas forcément dans la médiation, peut tout de suite aller déposer une réclamation auprès de la CNIL, et puis 1 + 1 + 1 + 1, la CNIL s'intéresse à vous. Voilà, c'est plus comme ça. Il ne faut pas le prendre, pas un discours alarmiste que je veux tenir, mais il faut faire attention et protéger les données de santé. Les données de santé, c'est quand même le prolongement de la dignité humaine, donc ça fait partie de la relation patient-professionnel de santé qu'il faut maintenir et qu'il faut préserver. Rapidement, donc, je vous ai expliqué ce qu'est une donnée personnelle avec notre cher ancien président. Un traitement de données personnelles, alors quand j'entends le mot traitement, j'entends souvent oui, j'utilise pas les données moi, je vais pas les modifier, je vais pas les traiter. Non, non, en fait un traitement c'est très large. En fait toutes les définitions qui ont été mises là, elles ont été voulues, écrites par des juristes comme moi, mais de façon très 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 large. C'est-à-dire qu'un traitement c'est même un accès. Vous accédez à une donnée, c'est un traitement. Donc, si un de vos confrères vous l'envoie, vous n'avez rien demandé, vous l'avez ouverte, vous y avez accès, c'est un traitement. Voilà. Vous-même, vous la transmettez, c'est un traitement. Vous la conservez, vous conservez vos dossiers patients, quelque part, informatiquement, au papier, c'est un traitement. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est devenu très large, et c'est du juridique, du réglementaire, mais il y a aussi beaucoup de démarches qualité. Et dans le secteur de la santé, la chance qu'on a, c'est qu'on est déjà quand même empreint d'un certain système de qualité qui est mis en place, que ce soit dans les établissements que dans les cabinets. Les données concernant la santé, on a vu. La violation de données. 3 choses à retenir, parce que je ne vais pas vous redonner tout le texte, mais 3 choses à retenir. Vous devez conserver la confidentialité de la donnée, premièrement. Donc si quelqu'un d'illégitime y accède, il y a une violation. Bah oui, cette personne ne devait pas y accéder. Donc on touche à la confidentialité. Deuxièmement, vous devez garder l'intégrité de la donnée. Si vous avez mes informations de santé, il ne faut pas qu'elles soient modifiées mauvais escient, parce que demain, moi je récupère mes données, ou je vais être prise en charge sur la base de ces données-là. Si elles ont été modifiées faussement, il y a un risque de dommage corporel derrière, donc c'est pire. Là, on va au-delà de la donnée. Donc l'intégrité de la donnée, deuxième point. Le 3, moi, en tant que citoyenne, patiente, j'ai le droit d'accéder à mes données personnelles. Vous les perdez. Vous n'avez pas fait de sauvegarde. Vous les perdez, pour X raison. Ben moi, je ne peux plus exercer mon droit. Donc, vous avez porté atteinte à la disponibilité de mes données. Troisième point. Donc, confidentialité, intégrité, disponibilité. Il faut retenir ces 3 choses-là. Il faut que je puisse avoir les données, qu'elles soient bien conservées, qu'elles soient bien sécurisées pour que personne d'autre y accède et qu'on ne puisse pas les modifier. Là, le cas de l'intégrité, je vais vous citer un exemple, c'était assez grave quand même. Une clinique parisienne en radiothérapie qui a été hackée. Ils ont mis plus d'1 semaine à pouvoir reconstruire la base de données. À tel point qu'ils ont dû prévenir tous les patients, parce qu'aujourd'hui, en radiothérapie, chaque patient a une dose bien précise. Et là, ils ne pouvaient plus dire si cette personne-là, ils n'étaient pas sûrs que cette personne-là, c'était bien cette dose. Donc vous imaginez, bon, je ne vous dis pas le coût informatique, technique de l'intervention de prestataires, etc., la mobilisation en interne, le coût médiatique, le coût potentiellement juridique, certaines personnes ont porté plainte, et puis derrière, vous avez quand même un coût logistique à gérer et un dommage corporel derrière à contrôler. Et vous avez 2 principaux acteurs. Alors c'est important ici de le comprendre, le responsable de traitement et le sous-traitant, parce que j'entends beaucoup les professionnels de santé me dire « mais c'est pas moi le responsable. Moi je suis médecin, je suis master kiné, je suis infirmier, je fais mon métier de soignant. Je ne suis pas responsable des données. » Bah si, ça fait partie intégrante du métier. Et donc ce n'est pas le fournisseur du logiciel qui est responsable. Ce n'est pas Doctolib qui est responsable. Donc il y a une responsabilité partagée. Le responsable du traitement reste le professionnel de santé. Le patient vient vous voir vous.
pas le logiciel XYZ. Donc, vous êtes garant de ces données, tout comme vous êtes garant de sa santé, tout simplement. Ça va de soi. Donc, partant de là, c'est vous le responsable. Les autres, les acteurs autour de vous qui vous fournissent les moyens pour faire votre métier, pour traiter donc ces données-là, ce sont vos sous-traitants. Ils ont aussi une responsabilité, mais grâce au RGPD maintenant, elle est partagée. Alors vous devez, c'est pas vous pouvez, vous devez les challenger. Ils doivent vous prouver qu'ils mettent en place des mesures de sécurité. Tout à l'heure, j'ai entendu la carte CPS qui a été citée. C'est une des mesures de sécurité d'authentification forte aujourd'hui quand on ouvre un outil informatique. Tous ne l'ont pas. Peut-être parce que c'est pas pratique, mais ils doivent à minima vous le proposer. Après, c'est à vous de décider, c'est votre responsabilité si vous l'utilisez ou pas. Mais ils doivent à minima la mettre en place. Donc voilà, donc ça c'est franco-français aussi la carte CPS. Il faut aussi se mettre en place, on parle d'Europe, se mettre à la place des autres entreprises qui viennent sur le marché français et qui se disent c'est quoi cette carte CPS? C'est d'un ancien temps. Demain on aura peut-être la ICPS, ça sera plus facile. Mais voilà, il faut savoir qu'il y a des responsabilités partagées et être en mesure de négocier avec les sous-traitants. Aujourd'hui, vous sous-traitants, si c'est Amazon, c'est pas la peine de négocier. Je vous le dis tout de suite, nous on représente des entreprises qui hébergent leurs données chez Amazon ou chez Google. Voilà, ils vous imposent les CGU et puis c'est tout. Voilà. Mais par contre, en face de vous, vous avez des fournisseurs de logiciels, des Doctolib, etc. Vous devez les challenger. Il faut tout lire. Et puis bien sûr, il y a des choses à faire. Ça, c'est la partie moins cool. Vous devez tenir un registre. Alors c'est un mot un peu administratif qui va rebuter. Mais en fait, c'est pas très compliqué, c'est juste chronophage. Vous devez faire l'inventaire de tous les traitements de données que vous faites. Voilà, c'est de dire, voilà, j'ai un traitement de données de gestion du dossier patient. J'ai un traitement de données parce que potentiellement je fais de la télémédecine. J'ai un traitement de données parce que je fais de la recherche. Voilà, donc c'est une liste. Et dans ce registre, par traitement de données que vous faites, données personnelles, hein, s'il n'y a pas de données personnelles identifiantes, c'est pas la peine. Eh bien, vous devez dire quel type de données, combien de temps vous les conservez, comment c'est sécurisé, mais pas que techniquement, c'est-à-dire est-ce que vous avez regardé aussi l'aspect organisationnel qui intervient, donc vous définissez les acteurs et les responsabilités. Donc voilà, c'est un travail qui est faisable. Vous avez des modèles type vierge sur le site de la CNIL, en Word ou en Excel, qui vous permettent un peu de vous guider. Donc si vous vous ennuyez ce week-end, vous pouvez aller regarder à quoi ça ressemble. Et puis, il y a l'analyse d'impact. L'analyse d'impact, autant le registre, c'est dur, mais c'est faisable. Autant l'analyse d'impact, c'est un métier. C'est une analyse des risques. Aujourd'hui, pour vous dire, vous n'avez pas, si vous exercez à titre individuel, vous n'avez pas cette obligation de réaliser une analyse d'impact. Si vous exercez en collectif, vous avez cette obligation-là, sur votre traitement de données de santé. Pourquoi? Et c'est la même chose pour le fameux DPO dont je vais parler tout à l'heure. Pour l'analyse d'impact, vous avez 3 critères. L'un d'entre eux, c'est si vous traitez des données de santé à grande échelle. Bien sûr, le législateur n'a pas défini grande échelle. Hop, allez, débrouillez-vous. Grande échelle, on ne sait pas. On a 2 informations aujourd'hui qui ont été émises au niveau européen. Un hôpital, dans la santé, hein, un hôpital qui traite des données de santé est considéré de facto comme traitant des données à grande échelle. On ne dit pas 100 lits, 500 lits, 1000 lits, hein, un hôpital. Deuxième, et là ce sont les termes, hein, un médecin qui exerce à titre individuel n'est pas considéré comme traitant des données de santé à grande échelle. Donc moi je fais l'analogie, je suis juriste, un médecin pour moi c'est un professionnel de santé, parce que tous les professionnels de santé traitent des données de santé. Donc un professionnel de santé qui exerce à titre individuel n'est pas considéré comme traitant des données à grande échelle, donc n'est pas obligé de faire une analyse d'impact et d'avoir ce qu'on va voir tout à l'heure, un DPO. Donc, à contrario, ceux qui exercent à titre collectif ont toutes les obligations. Et voilà. Donc, je sais qu'un référentiel va sortir sur ce sujet-là par la CNIL. Je ne peux pas en dire plus. Si je n'étais pas filmée, je l'aurais dit. Mais qui va mettre un peu plus de précision autour de cette grande échelle-là et venir dire quand est-ce que c'est en fonction d'une certaine volumétrie de patients. À partir de 500 patients, on considère que c'est de la grande échelle, donc hop, on rentre dans cette case. Ça, on le saura, je pense, d'ici la fin de l'année. Mais si vous exercez en cabinet, en collectif, voilà, sachez-le, il y a ça à faire. La notification de violation de données. Alors, on a parlé des violations de données. Si vous avez bien retenu tout à l'heure, la confidentialité, l'intégrité et puis la disponibilité des données. Demain, vous vous faites hacker, ransomware, ça arrive très souvent. Ransomware, ordinateur bloqué, on vous demande de l'argent
pour récupérer. Vous vous rendez compte que déjà, vous n'avez pas de sauvegarde ailleurs sécurisée, donc en fait, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus gérer vos patients. Et que deux, vous ne savez pas quoi faire face aux... c'est des hackers, c'est des professionnels. Premièrement, si jamais vous avez pris une cyberassurance, ça existe, et qu'elle est bien, parce qu'il y a de tout, vous pouvez avoir une assistance directe et pouvoir pas être tout seul, parce que vous négociez. Bon, vous n'avez rien, qu'est-ce que vous faites? Vous payez la rançon. Il y a deux options, il vous la rend, la base de données, ou pas. Parce que s'il la chiffre une fois, il peut la chiffrer deux fois. Si vous avez payé une fois, vous pouvez payer deux fois. C'est comme ça. Donc, il vous arrive ça. Dans tous les cas, vous avez déjà cette crise à gérer. Donc, vous voyez, vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Mais en plus, vous avez une obligation légale. C'est que vous devez notifier ce qui vient de se passer à la CNIL dans les 72 heures. À partir du moment où vous en avez connaissance. La notification à la CNIL, pour vous dire, donc ça nous est arrivé une fois. Et là, c'est le formulaire sur le site de la CNIL. Vous arrivez en face, on vous demande de décrire tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez mis en place comme mesure de sécurité. Alors forcément, si vous n'avez rien mis, ça va être un petit peu chaud. Mais si vous avez mis des choses, il faut expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce que vous comptez mettre en place en plus pour que ça ne se reproduise plus. Mais une fois que vous avez fait la notification, votre problème n'est pas réglé, vous n'avez pas votre base de données. C'est juste un autre pan administratif et légal à faire. Vous voyez, c'est un peu, faut réagir quoi. Et ça, il n'y a pas de grande échelle, dès lors que ça vous arrive. Moi, un jour, j'étais sur Facebook, parce que maintenant j'utilise moins, j'ai une conscience numérique, mais j'ai vu un médecin qui avait posté sur un groupe écoutez, j'ai perdu mon ordinateur, parce que vous pouvez perdre aussi, il n'y a pas que le hack. J'ai perdu mon ordinateur, c'était mon ordinateur professionnel, il y avait tout dessus. Il ne vaut rien, mais je suis prêt à donner plus de 2000 € juste pour récupérer ma base de données patient parce que je ne l'ai pas ailleurs. Vous imaginez quand même. Je l'ai contacté, je lui ai dit, écoutez monsieur, je pense que vous ne connaissez pas la loi, vous ne faites pas comme ça, venez, dans tous les cas c'est perdu, il n'y a personne qui va vous le rendre, votre ordinateur, ou alors il va demander plus de 2000 €, mais vous devez faire ça, ça et ça pour vous protéger légalement. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, dans la loi informatique et liberté, on peut faire des actions de groupe en matière de protection des données. On peut faire des actions individuelles tout court. Donc moi, je peux demain attaquer mon professionnel de santé parce qu'il a perdu mes données. Et oui. Donc là, je pense que, je ne sais pas si les assurances professionnelles dans le secteur de la santé, on me demande de terminer. Donc ça, c'est bon, je vous l'ai dit. Rapidement, les droits, le droit à l'information. Vos patients, vous devez les informer. Je vous ai parlé du registre, de l'analyse d'impact, de la notification de violation de données, mais il y a aussi informer ces patients sur les données que vous traitez. Alors ça peut paraître tout bête, mais c'est déjà partir du registre que vous avez fait, vous allez écrire une fiche et vous allez l'afficher dans votre cabinet. C'est une première étape. C'est aussi de la relation humaine, ça permet de désamorcer des choses. Parce que vous avez des gens vraiment qui aiment bien titiller, donc sur ces sujets-là, comme moi. mais effectivement, ça c'est aussi quelque chose à bien faire. Et le droit d'accéder aux données. Moi, en tant que patient, je viens vous voir, je veux mon dossier. Vous devez me le donner. Vous avez 1 mois pour me le donner, maximum. Dans les établissements de santé, c'est 8 jours si je suis prise en charge depuis moins de 5 ans. Donc 1 mois pour me le donner, mais bien sûr, évitez de me l'envoyer par Gmail. Voilà, parce que moi, ça m'est arrivé. Donc ça aussi, assurez-vous que le patient, au moment où vous lui remettez par exemple en papier, il est bien signé un papier, qu'il est reparti avec tout ça, tel jour. Parce que aussi vous protégez, c'est de la responsabilité derrière. Les autres droits, le droit à la portabilité, vous le connaissez, c'est quand vous changez vos numéros de téléphone, vous passez de SFR à Orange, vous voyez, hop, vous gardez le même numéro avec les mêmes données. Il ne s'applique pas dans le secteur de la santé. Le droit à l'effacement, faites attention. Un patient qui vous dit « effacez mes données, je ne veux plus que vous soyez mon médecin, effacez mes données ». Sachez que vous avez une obligation de conserver les données pendant au moins 20 ans, plus la prescription. Donc vous lui répondez, vous ne pouvez pas. Et je vais conclure par ça. Moi, je n'ai pas tout à fait fini, mais ce n'est pas grave, il y aura des questions. On va parler. Le dernier principe, la comptabilité, tout ce que je vous ai dit, il faut le tracer, il faut l'écrire, il faut le mettre quelque part. Et ça s'appelle la responsabilité. Littéralement, la comptabilité, c'est rendre des comptes. C'est un système de inverser. Avant, on avait la déclaration. Dès que vous faisiez un traitement, hop, vous déclarez à la CNIL et c'était bon. Il n'y a plus de déclaration maintenant, sauf pour les études sur les données de santé. Vous devez tout prouver en interne. Et la personne qui doit vous aider à faire ça, c'est le DPO, le fameux Data Protection Officer, ou délégué à la protection des données, qui est une nouvelle fonction, c'est un nouveau métier. Aujourd'hui, il y en aura plus de 80 000 normalement en France d'ici quelques années.
et c'est lui qui vous représente. En gros, si vous voulez que je vous résume, c'est un peu votre comptable, mais pour la protection des données. Voilà. Et il n'est obligatoire que si vous ne traitez des données de santé à grande échelle, on retombe dans la définition tout à l'heure, mais dans tous les cas, que vous désignez ou pas un DPO, tout le reste, il faut le faire. OK. Merci à Nesrine Benyaya. Merci beaucoup. Question? Oui, un micro pour monsieur. Oui, on passe. Tiens, pirate. Alors, une vaste chaîne humaine se crée pour amener le micro jusqu'à vous. Allez-y. Donc, bonjour, Mathieu Cinca du SNMKR. J'ai une petite question par rapport, en fait, on voit dans les mémoires de nos étudiants, quelquefois l'utilisation de données qui peut être personnelle. On n'identifie pas le patient. Ça va être par exemple un petit cache noir sur les yeux. On va diffuser ce mémoire donc dans les réseaux IFMK, donc Institut de formation, ou lors des soutenances devant des gens habilités éventuellement. Alors je sais bien qu'il y a une loi Jardé, je sais bien qu'il y a des CPP qui sont derrière, mais quelle est l'obligation de l'étudiant par rapport au RGPD aujourd'hui? Alors l'étudiant, il le fait dans un cadre scolaire ou universitaire, donc il est encadré par une école. Donc l'école se doit déjà de donner les bonnes pratiques. Donc ça, c'est la première strate un peu macro. Maintenant, c'est comme un règlement intérieur d'une école. Voilà, vous faites une étude, vous faites votre mémoire, vous ne devez pas utiliser des données identifiantes. Qu'est-ce qu'une donnée identifiante? Donc tout passe par la partie sensibilisation et l'écrit que l'étudiant aura accepté. Maintenant, ça s'inscrit après dans des sanctions plus disciplinaires parce qu'après c'est très difficile et c'est pas une personne morale en soi qui traite des données. Il n'y a pas un but professionnel, c'est vraiment un but encore scolaire et éducatif. Donc c'est beaucoup l'école qui doit quand même faire des choses. Après, le sanctionner différemment. Et du coup, quelle est la responsabilité de son directeur de mémoire? C'est quand même lui qui valide le mémoire. Donc s'il trouve des choses qui ne sont pas très réglementaires ou très légales, c'est quand même à lui de dire, bon, on va supprimer ces informations-là. Si le directeur, il doit sensibiliser aussi, et lui dire aussi que c'est aussi de votre responsabilité. Si demain, ce mémoire-là, il sort quelque part, et il est sur Internet, et qu'un des patients se reconnaît et qu'il retombe sur l'école. Donc c'est aussi au responsable de l'étudiant d'être en alerte et dire, non, il faut enlever ça, c'est pas possible. Mais il faut sensibiliser. Ça peut pas... Tout le monde n'est pas au courant. Dernière petite question pour vous embêter. Oui. Et quelle est la responsabilité du terrain d'accueil? Du terrain d'accueil? Ouais, c'est-à-dire de là où il a fait son expérimentation. Le cabinet? Ouais, par exemple. C'est le tuteur professionnel, quoi, c'est ça. En général, c'est les patients de ce cabinet-là qui sont concernés. Oui, c'est ça. Oui, donc sur sa partie données patients, il est quand même censé relire le mémoire. Je dirais que la responsabilité, elle est partagée entre à la fois l'école et le cabinet. L'école, elle est représentée par le directeur, le cabinet par le tuteur en question. Mais effectivement, si le tuteur laisse des données de ses propres patients dans le mémoire de son étudiant, il y a un problème. Mais le directeur qui valide ça aussi, il y a un problème. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Il y a toujours des problèmes, vous voyez. Deux mains se lèvent. Allez, hop, 2 questions. Oui. C'était juste pour Nicolas Pinceau. Un tout petit peu. En fait, la CNIL a fait un truc pas mal. Elle a mis en place des méthodologies de référence. Donc, dans les lois Jardé, il y a différentes catégories de recherche. Donc, nous, on n'est jamais dans le type 1, puisque c'est de la recherche trop compliquée pour nous et qui coûte beaucoup trop cher. On est très rarement dans le type 2, et ça se fait dans le cadre plutôt des laboratoires. Donc, en fait, on est soit dans le type 3, soit hors de la loi Jardé, mais ce qui nous enlève rien sur le RGPD. Et du coup, les écoles peuvent signer avec la CNIL le fait de remplir les items de la méthodologie de référence. Et donc ensuite, ce que ça implique, c'est de mettre en place des enseignements auprès des étudiants pour dire voilà à quoi vous nous engagez quand on a signé la méthodologie de référence. Donc attention à ça, attention à ça. Et chaque directeur, normalement, a maintenant sa petite fiche pour dire là, ça, c'est hors du cadre. Donc le directeur va aller en prison si tu fais ça mal. Donc tu ne le fais pas. En tout cas, les méthodologies de référence sont bien détaillées. Voilà. Sachant que les méthodologies de référence, donc les fameuses AMER, c'est pour un peu échapper au process d'autorisation auprès de la CNIL. Mais effectivement, il y a
le principe d'accountability, c'est-à-dire monter le dossier et sensibiliser et être en conformité avec les règles. Alors, les 2 questions. Oui, ici, au milieu. Faites passer le micro, s'il vous plaît. D'abord, monsieur, ensuite, madame. Oui, bonjour, Marc Non, Diard. monsieur aussi, j'ai mal vu. Pardon, allez-y. Désolé, Marc Diard du Conseil de l'Ordre du Val-de-Marne. La loi m'oblige à partager des données, et c'est le cas des prescriptions médicales que je dois scorer, scanner, les envoyer à la sécurité sociale, et je sais pertinemment que ces données ne vont pas au contrôle médical, alors que ce sont des données médicales qui vont atterrir dans des services administratifs. Quelle est notre responsabilité? Quelle est... Alors, pour travailler aussi avec des hôpitaux, il faut savoir que les institutions publiques, j'assume d'être filmée et de le dire, parce qu'on se bat contre ça, sont les premières à ne pas respecter cette loi, cette réglementation. Parce que quand vous avez les conseils départementaux, les CPM ou les ARS qui demandent des fichiers de données personnelles d'usagers, de patients, avec des données quand même assez sensibles, envoyé par email, c'est pas sur une plateforme, on ne sait pas trop où ça va. Voilà, là c'est scanné, vous envoyez ça par email, j'imagine après. Bien sûr. Voilà, ou parfois par des fax qui ne sont pas forcément sécurisés. La responsabilité, vous êtes dans une obligation légale de l'envoyer. Ce n'est pas vous qui commandez ce traitement-là, ce n'est pas de votre propre chef de dire oh, je vais l'envoyer, c'est quand on vous le demande. C'est à l'assurance maladie de vous donner les moyens, donc de vous garantir en fait les mesures de sécurité qu'il faut pour que vous puissiez transmettre de façon sécurisée. La responsabilité est de leur côté. Par contre, nous, ce qu'on conseille, parce qu'on ne peut pas aller dans le bureau de l'assurance maladie, faire un audit et les contrôler, etc., c'est pas possible, mais c'est de se protéger. C'est en disant, voilà, écoutez, moi, je suis dans une démarche de conformité, je constate que faire ceci comme cela, c'est pas bon, je suis dans une obligation légale pour le faire. Avez-vous d'autres outils plus sécurisés pour que je puisse protéger les données des patients? Le cas échéant, je n'ai pas de façon de possibilité de faire autrement, donc je le fais. Mais vous avez fait un mail, un message ou un courrier, peu importe, qui vous dit que vous avez compris, que vous en avez conscience, mais que vous savez aussi très bien que c'est leur responsabilité. C'est comme ça que les mentalités vont évoluer. Là, vous avez encore un article qui est sorti hier, c'est 22 000 communes françaises qui ne sont pas du tout en conformité avec leur RGPD. 22 000 communes, c'est comme l'État. Qui ne le sont pas. Nous, on voit des CPM, c'est n'importe quoi. Les ministères. Parce que nous, on représente aussi des établissements psychiatriques. C'est assez compliqué. Il faut qu'on avance et qu'on termine. Donc, faites court, s'il vous plaît, monsieur. Julien Cardis, donc CDO Côte d'Or, CRO Bourgogne-Franche-Comté. Il a un peu de notoriété publique que dans la conception même de certains OS comme Windows, il y a des entrées, ou même que de certaines, par exemple des puces Intel aussi, il y a des entrées. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on doit supprimer tous les ordinateurs qui comportent des puces Intel ou des OS Windows? Ou est-ce qu'au final, tout ça, c'est un peu de la poudre aux yeux et ça ne sert qu'à rajouter des normes pour encore sanctionner les petits cabinets qui vont devoir supporter des charges supplémentaires, un peu comme ce qui s'est passé dans l'agriculture il y a quelques années, où on a multiplié les normes pour supprimer les petits. Voilà. Bon, on va essayer de finir sur une bonne note. Positive. Non, c'est une norme, mais c'est pas si nouveau que ça en France. Ça fait 40 ans. C'est jusqu'aujourd'hui, c'est une réglementation qui a été médiatisée parce que tout le monde en a fait un pataquès. Parce que tout le monde a reçu vers le 22-23 mai sur sa boîte mail des nouvelles politiques de confidentialité de tous les outils e-commerce qu'on utilise. Windows, premièrement, le système d'information, il faut le mettre à jour. Effectivement, quand nous, on va des établissements et des professionnels qui sont à Windows 7, c'est pas normal. S'il y a des mises à jour, c'est aussi parce qu'il y a des correctifs de sécurité. Donc déjà, première action à faire en interne. Deuxièmement, aujourd'hui, vos ordinateurs, c'est soit des Windows, donc Microsoft, soit des Mac, donc Apple. Vous n'avez pas forcément le choix. Ça, c'est des outils, vous ne pouvez pas aller au-delà. Donc, si vous voulez, le législateur, il ne va pas venir vous chercher parce que vous utilisez tel outil ou pas tel outil. Mais il va plutôt venir vous chercher si vous utilisez tel outil, mais que vous ne suivez pas justement les conseils du fournisseur, c'est-à-dire les mises à jour de sécurité, que vous ne mettez pas tout le décorum autour pour sécuriser. Comment? Oui, mais c'est votre logiciel métier,
c'est un logiciel qui est installé sur votre ordinateur. Et il est censé quand même héberger des données de santé. Et sur un hébergeur agréé ou certifié de données de santé, ce n'est pas directement sur votre ordinateur. Maintenant, vous sortez ces données-là parce que vous avez téléchargé des fichiers, vous allez créer un petit dossier dans votre bureau où il y a plein de données. Effectivement, là, vous êtes fautif parce que ce n'est pas sur un hébergement de données de santé, c'est sur votre Windows, c'est sur votre PC. Donc c'est assez important aussi de faire la distinction. Bien, nous en restons là. Merci, Madame Ben Yahya. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup, merci à vous.